Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeux en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la Céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. De grands sapins agrippés aux montagnes et qui se hissent jusqu'au ciel, des odeurs de hêtres et de pins, c'est la deuxième étape de notre tour de France des manufactures artisanales. À Saint-Germain-en-Montagne, une petite commune en plein cœur des forêts jurassiennes, l'entreprise Jeux Jura fabrique des jeux en bois depuis 1911. Du bois français qui provient directement de la Syrie voisine pour devenir des petits chalets, des établis de mécano ou des jeux de société. Bonjour Frédéric, merci beaucoup de nous accueillir chez Jeux Jura. Bonjour Gabrielle. Nous sommes au cœur d'une entreprise familiale depuis 1911. Vous fêtez donc vos 110 ans cette année. Et chez De l'or dans les mains, on adore les histoires. Vous pourriez un peu nous raconter la vôtre et celle de votre famille ? Alors, la société Jeux Jura, qui a été créée par notre arrière-grand-père dans les années 1911 et qui a commencé vraiment à faire de la tournerie, de la tabletterie dans son garage, tout seul, à Champagnole. Ça a duré jusque dans les années 30 où après il a retransmis à son fils Bernard Liégeon, qui a commencé à partir plus sur le jeu et le jouet. Parce que Henri fabriquait plutôt des porte-manteaux, des chaises longues, des glaces, on appelle ça la glace bambou, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde des collectionneurs. Il fabriquait des ustensiles aussi de cuisine et différents objets, quoi. Et c'est donc le grand-père, Bernard, qui dans les années 30 a commencé à s'orienter sur le jeu et jouet en bois. D'ailleurs, donc en 1936, il a créé le fameux coffret 4 jeux qui existe toujours, donc qui correspond à un coffret en bois avec 4 jeux qui est les petits chevaux, les oies, les dames et la marelle, quoi. Il s'est orienté aussi avec les premiers tableaux, notamment des tableaux à boulier pour essayer d'apprendre à compter aux enfants. Tableau d'écolier pour s'amuser à faire la maîtresse et le maître. En 1941, il a déposé un brevet qui correspond en ce temps-là, ça s'appelait la maison forestière et le chalet suisse. Maintenant, ça s'appelle le chalet en bois, qui s'est inspiré des chalets, des habitations qui sont dans la région du Jura, dans nos montagnes. Et donc ce produit-là, c'est quand même le produit phare et leader de la société et qu'on continue à fabriquer exactement pareil, bien sûr avec des machines plus modernes, mais c'est les mêmes dimensions, le même bois, les mêmes couleurs, les mêmes matériaux, la même conception. Et c'est, pour l'anecdote, c'est le deuxième plus vieux produit au monde après Mécano, parce qu'il est encore fabriqué et avec les mêmes caractéristiques que lorsqu'il a été créé en 1941. Quoi. En 1971, Jean Liégeon a repris les rênes. Donc votre père ? Voilà, qui est notre père. Il a repris les rênes en 71, qu'il a su faire développer l'entreprise. C'est là que la société a vraiment commencé à prendre de l'ampleur, quoi. Donc ce qui a engendré qu'en 1980, on est venu s'installer à Saint-Germain-en-Montagne pour agrandir les bâtiments parce qu'à Champagnole, c'était trop petit. Et donc maintenant, on est sur un bâtiment qui est de 6000 m² couvert avec une cinquantaine de personnes. Donc la quatrième génération, qui est Catherine Varaca, ma sœur et moi, avons repris les rênes dans les années 90.
À quel âge vous avez commencé à reprendre ? Comment s'est passée la transmission avec votre papa ? Alors, ça a été un peu délicat parce qu'en fait, il a contracté une maladie. Et donc, moi et ma sœur, en fait, on était encore dans nos études. On n'avait pas du tout prévu de venir travailler là. Et donc, sa maladie a fait qu'il ne pouvait plus gérer la société. Et donc, on arrivait un petit peu, entre guillemets, en catastrophe pour donner un coup de main à notre maman. Puis, Vous aviez quel âge à cette époque ? Moi, je suis arrivé en 91, donc j'avais 21 ans. Catherine a 4 ans de plus que moi, elle est arrivée un petit peu à 1 année, 2 ans avant moi, quoi. Donc voilà, on avait une vingtaine d'années, on sortait à peine d'école, puis voilà, quoi. On arrivait un peu parce que voilà, il y avait urgence pour aider notre maman et notre papa qui étaient malades, puis du coup on y est resté, mais on n'avait pas du tout prévu de travailler dans la société, quoi. Oui, c'est-à-dire que votre père ne vous imposait pas de reprendre Non. Puis bon, il était encore jeune et voilà, quoi. Puis il n'était pas encore à parler de retraite, hein, parce que sa maladie a commencé à 50 ans, donc il y avait le temps de voir les choses venir, quoi. Bon, vous n'avez pas l'air de trop regretter d'être ici. Ah, il y a eu beaucoup de moments difficiles quand même, hein. Parce que quand vous arrivez et que du coup, il y a peu de transmission. Alors par rapport, votre thème, c'est la transmission d'un savoir-faire. Notre papa étant malade, la maladie a été assez brutale, il n'a pas su nous apprendre ce que c'est le métier, comment ça se faisait. On a vraiment appris en ouvrant les armoires, en ouvrant les dossiers et en discutant avec les gens, quoi. Là, il n'y a pas eu de transmission. Par contre, on a eu de la chance d'avoir du personnel en interne qui était compétent, qui était impliqué et qu'ils ont su nous accompagner et nous apprendre quand même le métier, quoi. Oui, parce que ce sont des métiers très techniques. Il faut avoir à la fois une vision d'ensemble et à la fois connaître quelles sont les différentes étapes de fabrication. Voilà. Une de vos priorités chez Jojura, c'est de maintenir une production française et même jurassienne. J'imagine que ça a été un véritable défi, notamment à l'heure de la mondialisation, où c'était quand même beaucoup plus simple et moins cher d'aller chercher ces cartons ou ces plastiques en Chine. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une période, nous, en 2006, c'était une très très grosse période difficile pour Catherine et moi, parce que c'est la période où on a perdu la société, parce qu'en fait, la société ne nous appartient plus. C'est dans les années, des années 2000, c'était vraiment... on n'avait aucun soutien de nos banquiers, des politiques. C'était il faut faire du profit, il faut faire fabriquer, il faut délocaliser. Aller en Roumanie, aller en Chine, voilà, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Et nous, on s'est refusé. Nous, on voulait vraiment faire une fabrication française, jurassienne. C'était le savoir-faire de nos grands-parents, de nos parents, de notre arrière-grand-père. Voilà, on s'est battu avec ça et les banquiers nous ont vraiment pas suivis. Et ça nous a mis en dépôt de bilan et on était obligés Donc c'est à qui aujourd'hui Jojura ? Alors Jojura maintenant ça appartient à Laurent Vesbuche. Et dans le groupe que possède Laurent Vesbuche, maintenant il y a 2 autres sociétés aussi, qui est Villac à Mort-en-Montagne et Petit Colin qui est dans la Meuse. Où c'est aussi des fabricants depuis plusieurs années. Alors Villac 1911 aussi, qui est spécialisé quand même dans la tournerie et de très très belles pièces en bois laqué. Et Petit Colin est un fabricant de poupons et de poupées qui existe depuis 1870 de tête. Je dois peut-être me tromper, mais... Donc c'est le dernier fabricant de poupons en Europe et un savoir-faire pareil qui est transmis d'année en année, quoi. Bon, en tout cas, il y a une volonté par cette reprise de maintenir la production française. Complètement. Et donc vous n'avez plus du tout de part ? Non. Donc ça veut dire que c'est pas évident que vos enfants prennent la suite ? Du tout. Du tout, d'accord. Donc là, ça faisait quoi, 5 générations ? Nous, on était à la 4e génération. Alors, avant de parler de la fabrication de vos jouets, j'aimerais qu'on parle un peu du matériau sur lequel vous travaillez, un matériau vivant
qui est le bois. Donc je crois que tous vos jouets sont fabriqués à partir des essences de forêt jurassienne. Alors, une grosse partie, oui. Une grosse partie. Alors, par contre, tous nos jouets sont fabriqués avec du bois français. Alors, on utilise 3 essences. Donc, le pin des Landes, donc qui vient bien sûr des Landes. Alors ça, on l'utilise pour certains tableaux et certaines pièces comme les planchettes TCAP. Mais on utilise aussi en grosse quantité, on utilise le hêtre et le frêne qui est du Jura et de Bourgogne, quoi. Et comment ça se passe de la forêt jusqu'à vos ateliers ? J'imagine qu'on ne coupe pas les arbres à n'importe quel âge, ni à n'importe quel moment de l'année, qu'il faut ensuite les scier correctement, que les bonnes scieries se font de plus en plus rares. Du temps de mon père et de mon grand-père, on allait, parce que quand j'étais petit, ils m'emmenaient, et on allait dans les forêts, on allait choisir notre bois, on déterminait, on était avec les personnes de l'ONF et les scieurs, puis on choisissait, et après, voilà, le cycle se faisait, c'était coupé par les bûcherons, c'était scié en scierie, en ce temps-là, le séchage était naturel, on n'avait pas un séchage artificiel. Donc il fallait attendre 3, 5, 6 ans avant de pouvoir utiliser le bois, le temps qu'il soit séché naturellement. Donc c'était vraiment un savoir et un travail à longue haleine, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est différent. Il y a une scierie qui est à côté de chez nous, qui est ici BC, avec Pascal Jacquin, qui s'occupe de tout ça. La scierie, qui fournit le bois de Jura, est à 2 pas de l'entreprise. On est allé y rencontrer Pascal pour qu'il nous raconte comment ça se passe. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, les arbres arrivent coupés chez vous. Comment ça se passe ensuite ? Nous sommes dans la première transformation, c'est-à-dire que nous achetons des grumes de bois qui sont sur pied au bordure de route. Donc vous allez les couper, ces bois. Pour Jura, par exemple, vous les coupez à quel âge et à quel moment de l'année ? J'imagine que ça dépend des essences. Voilà, c'est des bois qui sont sélectionnés donc en fonction c'est soit des coupes d'amélioration. Donc c'est des bois qui sont sélectionnés pour améliorer la pousse en forêt, c'est-à-dire que pour favoriser la jeunesse dans cette forêt. Et autrement, c'est des coupes définitives, c'est des coupes où c'est que les bois sont d'âge mature, donc ils méritent d'être coupés pour laisser justement les autres pousser. Donc une fois que les grumes sont arrivées à la scierie, donc elles sont sélectionnées c'est une personne, un opérateur qui est sur un chariot de découpe. Donc là, il va bionner ces grumes en fonction du défaut, en fonction de la longueur. Donc là, notamment pour notre client Jura, donc c'est de la grume de hêtre. Donc une fois que nous avons sélectionné ces grumes de hêtre, nous allons les scier en plateau en fonction de l'épaisseur de la commande. Donc on va faire une première transformation, c'est-à-dire qu'on va scier en plateau. Donc là, une fois que nous avons scié en plateau, ces planches-là, nous allons les mettre sur baguette plastique pour pouvoir laisser passer l'air dans les charges. Donc une fois que ces charges sont faites, nous allons les mettre dans un pré-séchoir, c'est-à-dire qu'on va pré-sécher ces planches avant de les sécher. Donc là, l'humidité, le bois, il est à saturation d'humidité, donc il est au maximum de ce qu'il peut avoir, engorgé en humidité. Et ensuite, on va les descendre à peu près à 30-35% d'humidité. Donc une fois que les bois sont descendus déjà à peu près, on va dire c'est du bois qui va être essuyé, on va le redescendre à 30-35%. Nous allons le ressortir et le repasser dans une cellule de séchage où là, on va avoir l'humidité demandée, c'est-à-dire à peu près entre 10 et 12%. Donc une fois que nous avons séché ces planches, on va passer à la deuxième transformation du produit. Donc là, nous allons le déligner. Nous allons le déligner en fonction de la cote demandée. Donc ça, on appelle ça du débit. C'est un débit en fonction de l'épaisseur, en fonction de l'épaisseur, la largeur, et en fonction de la qualité. Donc nous avons plusieurs qualités. En principe, c'est pour la société Jura, c'est une qualité, c'est du premier choix qui nous est demandé. Donc là, nous allons déligner la planche. Donc, et ensuite, une fois qu'elle sera coupée en délignée sur la longueur, nous allons faire une troisième transformation, c'est-à-dire qu'on va couper les bois, on va enlever les défauts sur la longueur du débit. Et là, en fonction des longueurs demandées par notre client, nous allons faire 2 ou 3 longueurs différentes.
Voilà. Et là, nous allons obtenir un produit brut, un pré-débit qui sera sec et qui sera prêt à être transformé par notre client qui, lui, va le raboter et il va faire les pièces pour leur demande. J'imagine que vous ressentez beaucoup l'impact climatique sur vos forêts. Oui, aujourd'hui, on est en plein dedans, quoi. Donc, on voit qu'il y a une mutation de la forêt. Donc, il y a des essences qui poussaient, notamment l'ordre résineux, qui poussaient à basse altitude aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Nous avons aussi des problèmes de chaleureux. C'est des champignons qui se mettent sur notamment le frêne et qui fait mourir le bois sur pied. Donc, oui, on peut parler on pense qu'il y a aussi le réchauffement climatique, mais bon, après, c'est une mutation aujourd'hui de la forêt. Donc, il y a déjà eu, je pense que par le passé, on a déjà eu un peu ces mutations il y a quelques siècles en arrière. Donc, après, je pense que la forêt continuera à s'habituer à ces nouvelles conditions atmosphériques. Et vous, Frédéric, vous n'utilisez que certaines parties de l'arbre ? Voilà, on utilise des petites sections de bois. Donc généralement, on va pouvoir utiliser plus le pourtour du bois et la partie supérieure de l'arbre, quoi. Et on va laisser la plus belle partie à des gens qui vont fabriquer des meubles ou des produits qui demandent plus d'exigences ou de plus grande surface, quoi. C'est quelque chose que vous ressentez, la vulnérabilité de votre matière première ? Oui, ça s'accélère et il y a plusieurs maladies ou plusieurs phénomènes qui arrivent. Donc vous parlez du noyer, mais il y a la maladie du frêne aussi, des périssements au niveau du hêtre. Il y a le bostryche sur les résineux. Donc c'est soit des champignons, soit des insectes, soit c'est de l'achèvement. Il y a aussi, on a eu des phénomènes de tempête qui ont arraché énormément d'arbres. On a eu du mal à reconstituer encore notre forêt. Il y a ces périodes de sécheresse. Et il y a aussi un truc, c'est le climat qui est complètement déstabilisé. Et on n'a plus des hivers rigoureux avec beaucoup de neige, on n'a plus des printemps ou des automnes avec beaucoup de pluie et une période estivale avec de la chaleur, on va dire entre guillemets normale. On n'a plus de neige, on a de la pluie, mais pas assez, c'est pas assez régulier. Et tout ça fait que les maladies arrivent dans les forêts. Ouais. Et ça, c'est très très compliqué. Et ça, on voit que ça s'empire. Par contre, il y a vraiment la profession qui a pris conscience de ça et qui essaye de mettre en place des choses pour éviter de gaspiller le bois, qu'il soit coupé et exploité avec une mauvaise gestion, quoi. Et donc, une fois que vos planches de bois arrivent ici, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tous les savoir-faire nécessaires pour fabriquer les jeux sont au sein de votre entreprise ? Est-ce que vous en externalisez certains ? Alors, une très grosse partie est faite en interne. Notre savoir-faire est vraiment sur tous les produits et sur toute notre gamme. Comme je vous disais, on a commencé, notre arrière-grand-père a commencé en tant que tourneur. Et au jour d'aujourd'hui, la tournerie, on ne fait plus de tournerie. On a voulu plus se concentrer sur la partie tabletterie. Donc, on fait appel à des tourneurs du Jura pour nous faire des petites pièces qui ont des fois des dés, des pions de dames, des petits cylindres et ainsi de suite. On fait aussi, comme on ne peut pas tout fabriquer, pourtant il y a 6000 m², on est un peu une cinquantaine de personnes, on fait quand même aussi appel à des tablettiers pour nous fabriquer des coffrets. On fait appel aussi à des gens qui font de l'impression, de la sérigraphie, de la typographie, de l'impression numérique. Parce que pareil, on y a eu fait aussi, à un moment donné, quand on était un peu plus petit, on a eu fait un peu tous les corps de métier, mais à un moment donné, on s'est beaucoup développé. Il a fallu produire de plus en plus. Et à un moment donné, il y a quand même les machines qui ont évolué. Comme dans l'impression, on a fait de la sérigraphie, on en fait toujours, mais maintenant, il y a l'impression numérique qui existe depuis quelques années, qui est un peu révolutionnaire, qui permet de faire des produits super, avec des couleurs superbes. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore investi dans une imprimante numérique, donc on le fait sous-traiter, quoi. Nous, on a investi dans de la commande numérique pour avoir des machines plus performantes. Depuis, pareil, quelques années, il y a la découpe laser qui est apparue. On commence à l'utiliser via des sous-traitants. Donc voilà par rapport à l'utilisation le savoir-faire. Il y a un savoir-faire qui est ici pour la totalité de nos produits.
mais il y a des choses qu'on a fait externaliser, surtout dans la tournerie. Et c'est dans le coin? Ça reste majoritairement dans le Jura et dans l'Ain, quoi. Vous m'avez dit que vous aviez quoi, 3000 m², donc j'imagine 6000 m². 6000 m². J'imagine que vous avez un parc doté de machines. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que sur les 6000 m², vous avez un quart qui sert en production. Le reste, c'est que du stock, parce qu'on est saisonnier. On fait à peu près 80% de chiffre d'affaires à Noël. Donc, on fabrique toute l'année, on stocke et on vend à Noël, quoi. Le Père Noël est votre meilleur client, alors. Tout à fait. C'est du thym. D'accord. Et donc, une fois que le bois arrive chez vous, par exemple, pour fabriquer un petit chalet, quelles vont être les différentes étapes? J'imagine qu'il y a d'abord la conception, le dessin de ces jeux, le découpage. Vous pourriez nous détailler un petit peu ces étapes? Alors, si on reprend à partir du départ, oui, c'est la création du produit. Donc, on est plusieurs à travailler autour d'une table, à se dire, voilà, quelles sont les demandes des clients, qu'est-ce qu'on peut innover pour apporter un nouveau produit. Et donc, on travaille tous ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui est réalisable, parce qu'on ne peut pas tout faire dans le bois. C'est pas comme dans le plastique, on peut faire toutes les formes imaginables. Le bois, il y a quand même beaucoup de choses à respecter dans le sens du travail. On doit respecter le sens de fil du bois, on doit respecter des contraintes techniques, hein. Donc on peut pas faire ce qu'on veut dans le bois. Donc on travaille là-dessus pour la conception du produit. Donc il y a c'est le bureau d'études, bureau des méthodes par rapport à la conception et le type de fabrication qu'on va pouvoir faire. Après, il y a la créativité, dire les formes, les couleurs, le design, tout ça. Donc, on a une personne qui s'occupe de ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a des normes qui sont très, très, très strictes au niveau du jouet. Parce qu'avant tout, un jouet que vous donnez aux enfants, il faut qu'il soit sans danger pour lui. Donc, les normes sont très, très, très strictes, deviennent de plus en plus strictes. Donc, quand vous concevez et réalisez un produit, il faut surtout aussi penser à le faire pour bien respecter les normes du jouet, quoi, les normes européennes du jouet. Et ça, c'est des grosses contraintes aussi. Donc, une fois que vous avez mélangé tout ça, vous sortez un nouveau produit. Et donc, les étapes suivantes, c'est d'acheter la matière première qui va correspondre. Donc, bien sûr, on a le bois, mais dans nos produits, il y a aussi les emballages en carton, il y a aussi, comme dans les tableaux, les vis d'assemblage, les surfaces d'écriture qui sont en acier, on a des imprimés pour les notices, on a des pièces en tournerie. Voilà, il y a des pièces aussi en plastique, hein, il y a certaines, comme dans le chalet, il y a les fenêtres et les volets qui sont en plastique depuis les années 60. Donc voilà, il faut penser à alimenter, à approvisionner toutes ces matières. Et après, ici, on attaque par l'usinage. Après l'usinage, on a la mise en peinture. Qu'est-ce qu'on appelle l'usinage? C'est la découpe? Voilà, ça va être la découpe, ça va être... l'usinage, chez nous, on appelle les différentes étapes. On va avoir du rabotage, de la toupie, du perçage, du rainurage. Voilà, c'est toutes les différentes phases de découpe pour arriver à avoir la pièce, à partir d'un morceau de bois brut, avoir la pièce définitive avec les bonnes cotes. Et après, vous avez la mise en peinture. Donc, on utilise, nous, depuis plusieurs années, des peintures à l'eau, parce qu'on ne veut plus utiliser de peinture au solvant avec des COV qui polluent. Donc une peinture à l'eau, c'est à quoi finalement? C'est de l'eau avec des colorants alimentaires. Voilà, on va avoir un beau rouge qui va ressembler aux fraises Tagada. Et c'est simplement ça, quoi. C'est des peintures à l'eau avec des colorants. Donc après la mise en peinture, il y a une étape qui est faite. On envoie nos pièces chez les travailleurs à domicile. Alors ça existe depuis des années. C'est un vrai... c'est vraiment très historique. C'est un savoir-faire, les personnes, elles sont là pour faire le contrôle qualité et faire la mise en sachet ou en paquet de sous-ensembles, quoi, qui vont permettre après à faire le garnissage du produit, quoi. Et ça, c'est une tradition dans le Jura. En fait, avant, c'était souvent fait
par des agriculteurs qui travaillaient l'hiver. Parce que dans le Jura, avant l'hiver, ça durait 6 mois. Et donc pendant ces périodes d'hiver, ces gens-là devaient s'occuper. Et donc ils s'étaient mis à faire du travail pour des entreprises, pour de la petite... chez les tourneurs. Puis voilà. Puis c'est devenu comme ça que les travailleurs à domicile... le métier de travailleur à domicile a commencé comme ça, quoi. Après, on passe à l'assemblage des produits et à l'emballage, au garnissage. Et donc là, c'est une étape qui est assez importante parce que c'est vraiment le contrôle final. Et vos petits cartons viennent d'où ? Alors nos cartons viennent du Jura, bien sûr. Du Jura et du Doubs. Nos emballages, on a des cartonniers comme Cartonnéo ou la cartonnerie byzantine qui nous font nos emballages. Non, au niveau de nos achats, c'est très local. On a toute notre sous-traitance ou notre fourniture est très locale. Tout ce qui est notice, c'est fait par Estimprime, qui est dans le Jura. Et je crois que vos boîtes à jeux sont faites chez Marotte, c'est ça ? Alors les boîtes en bois, oui, sont faites chez Marotte à Passenant. Les boîtes en carton, donc chez Cartonnéo à l'Avant-les-Saint-Claude. Même nos fenêtres plastiques sont moulées chez Plastisoft à Moire-en-Montagne. Vous avez vraiment créé un écosystème local absolument formidable. Tout à fait, qui existe depuis des années. Il y a une mode du circuit court. Le circuit court, nous, il existe depuis les années 40. Il n'a jamais changé, quoi. Et qu'est-ce que vous faites de vos chutes de bois, des rebuts ? Est-ce qu'il y a une exigence de recyclage, de réutilisation Alors chez vous ? nous, notre choix a été de toutes nos chutes de bois. Déjà, à l'usinage, il y a les copeaux qu'on récupère, mais toutes nos chutes de bois, on les broie et on en fait des copeaux et on se chauffe avec. La totalité des établissements sont chauffés et on s'en sert aussi parce que quand on teinte les pièces, comme elles reprennent de l'humidité, comme elles sont trempées dans l'eau, on les remet dans des séchoirs et pareil, on utilise la chute de bois pour faire fonctionner ces séchoirs, quoi. Et quels sont vos principaux marchés ? Vous faites beaucoup d'exportations, je crois, quand même. Alors non, vraiment le gros de nos marchés sont quand même français. On a une petite part, alors c'est de l'ordre d'une bonne dizaine de pourcents qui sont à l'export, donc surtout dans les pays européens. Et récemment en Chine. On exporte en Chine. Donc c'est une fierté parce que il y a quelques années on nous a dit faites fabriquer en Chine et maintenant non, c'est les Chinois qui nous achètent nos produits. Et sinon dans le marché français on travaille avec tous les réseaux de distribution, les magasins spécialisés, la grande distribution et les sites internet. Comment est-ce que vous travaillez à la question de la transmission de vos savoir-faire au sein de votre entreprise ? C'est quelque chose auquel vous prêtez attention ? Quand un plus jeune arrive, il y a un mentor ou quelque chose comme ça ? Alors, pour travailler là-dessus, au niveau de la transmission du savoir-faire, alors ce qui est surprenant par rapport à il y a 30 ans, on cherchait à embaucher des gens qui avaient des connaissances dans le bois. Et ils arrivaient déjà avec une connaissance du bois et on approfondissait sur chaque poste de travail et sur le savoir-faire. Aujourd'hui, on rencontre vraiment un gros problème de main-d'œuvre. Les formations sont un petit peu perdues, les BEP, CAP dans l'industrie du bois sont un petit peu perdus. La formation, on pousse les gens à aller beaucoup plus loin sur du BTS et de l'école d'ingénieur. Donc, s'ils sont plus préparés à travailler dans des bureaux d'études ou à être des responsables d'ateliers, on a du mal à trouver vraiment des gens qui veulent travailler sur machine. Parce que dans les formations, ils vont trop loin. Aujourd'hui, nos difficultés, c'est plutôt trouver des gens motivés à apprendre un métier. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas du tout du métier. Et petit à petit, d'année en année, ils apprennent au fur et à mesure des tâches et
On a un exemple en interne, quelqu'un qui était boulanger, qui a voulu arrêter son boulot de boulanger parce que, voilà, pour certaines questions, qui est arrivé ici sans savoir-faire. Et au jour d'aujourd'hui, il a appris à percer des pièces, après à passer en toupie, après à passer les pièces dans une moulurière. Et aujourd'hui, c'est lui qui règle la moulurière en commande numérique. Et il l'a appris, voilà, au fur et à mesure avec les anciens qui lui ont montré les gestes qu'eux avaient appris auparavant, quoi. Et en fait, voilà, notre difficulté maintenant, c'est de trouver des gens qui sont plus motivés à faire un métier que des gens qui ont un savoir-faire. Le savoir-faire, maintenant, on le transmet de personne en personne. Au sein de l'entreprise. Ouais, au sein de l'entreprise. Et sinon, on travaille beaucoup en binôme aussi. Et on met un ancien avec un jeune. Quel est aujourd'hui le plus grand défi auquel vous êtes confronté dans le maintien d'une filière bois 100% française et dans la transmission de vos savoir-faire ? Quand vous me posez cette question, je pense que notre réponse, ma réponse, mais je dis notre parce que je parle au nom de Catherine aussi, est complètement différente depuis il y a 1 an et demi. Le Covid a vraiment changé beaucoup de choses. C'est impressionnant. Depuis le début de l'année, on a un énorme problème d'approvisionnement de matières premières et de main-d'œuvre. Mais ça se voit aussi beaucoup dans les travaux. Là, je crois que le bois, par exemple, a augmenté de 50%. Et... Oui, il n'y a pas que le bois, il y a tout le papier, le carton, l'acier. Mais comment est-ce qu'on explique ça ? Moi, j'ai mon propre avis, mais après, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de phénomènes, il y a aussi de la spéculation aussi. Par contre, aussi, il y a une recrudescence. Il y a plein de choses qui commencent à être refabriquées en France parce qu'on a tellement de difficultés d'approvisionner des choses qui viennent de Chine. Donc déjà, beaucoup de gens commencent à refabriquer en France. Donc du coup, il y a beaucoup de demandes de matières premières, sauf que la matière première, elle partait toute en Chine. Donc, puis comme tout le monde se rend compte qu'on manque de matières premières, avant, du carton, enfin l'emballage carton, il vous fallait 4 semaines. Maintenant, on passe à 27 semaines de délai. Donc les gens, comme il y a une pénurie, tout le monde se met à acheter plus pour pouvoir produire plus, mais c'est un cercle vicieux après. Et bien sûr, il y a de la spéculation de grands groupes. Mais ça... Et si je vous avais posé cette question il y a 1 an et demi, qu'est-ce que vous m'auriez répondu ? 1 an et demi, 2 ans ? Alors oui, 1 an et demi, 2 ans, on n'était pas dans la même situation. Nous, c'est notre envie, c'est de continuer à produire vraiment localement, en France, acheter le maximum de matière en France et le produire, et d'utiliser des sous-traitants ou des fournisseurs locaux. On ne changera pas. Ce qu'on a essayé de mettre en place depuis des années, on ne changera pas, on va continuer à le faire. Et c'est de continuer aussi à trouver des collaborateurs, parce qu'on a chaque année des départs en retraite, et c'est de trouver des collaborateurs pour pouvoir continuer à transmettre ce savoir-faire. Par contre, ce savoir-faire, on essaye aussi de l'associer avec les nouvelles technologies. Comme je vous disais, les imprimantes numériques, les découpes laser, les commandes numériques. Au niveau du travail dans les ateliers, on travaille avec des ordres de fabrication, on sait combien on a utilisé de bois, combien de temps on a passé dessus, qui c'est qui l'a fait à quel moment, sur quelle machine. Tout ça, maintenant, on le sait au niveau informatique. Avant, quand on est arrivé ici, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de fait, il n'y avait rien sur papier, c'était tout géré manuellement, quoi. Donc il faut savoir s'adapter quand même et utiliser les nouvelles technologies pour continuer à progresser, pour continuer à faire des beaux produits, mais tout en gardant bien sûr notre savoir-faire. Bien sûr. Et d'ailleurs, en 2011, on a quand même reçu le label EPV. Le label EPV. Oui. Donc ça prouve qu'on a un vrai savoir-faire, un patrimoine vivant de français, quoi. Et avec le Covid, vous avez vu une augmentation de vos ventes ? Complètement. Ouais. L'année dernière, il y a vraiment une explosion dans les jeux de société. Donc, ce qui est normal, hein.
Oui, on est enfermé chez soi, il faut bien jouer avec ses parents, Voilà. ses frères et sœurs. Voilà. Et cette année, on a encore, parce qu'on l'a depuis quelques années, mais on ressent encore de plus en plus les gens qui reviennent sur de la fabrication française, des produits en bois, parce que c'est quand même associé à l'écologie. Et ce qui est vrai, parce que nous, on fait très attention à ça. Notre bois, on veut que notre bois soit issu de forêts gérées durablement. Notre carton, on veut qu'il soit fait avec du carton recyclé, avec des encres végétales. On fait attention à tout ça, quoi. En tout cas, bravo, parce que vous menez d'une main de maître, je jure, j'ai l'impression. C'est gentil, je ne suis Bravo. pas tout seul. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Voilà, c'est ici que s'achève notre épisode avec Frédéric de chez Je Jura. J'espère qu'il vous a inspiré et passionné. Vous pouvez le partager autour de vous et retrouver en images notre itinérance sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et nous, on prend la route pour la prochaine étape. À très vite.